Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la 5e et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles. Peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement. Pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on enregistre à distance avec Sophie. Salut Sophie. Salut Enzo. Ça va ? Ça va super bien, je te remercie. Trop bien. On enregistre d'où du coup de chez toi ? Déjà Sophie, c'est la Bretagne. La Bretagne, Auray, à côté de Quiberon. Parfait, la Bretagne, ça vous gagne. C'est ça. Pour la petite histoire du coup Sophie, tu es une des meilleures amies de ma tante. Tout à fait. L'heureuse amie. Heureuse amie, très important de le préciser. Donc très drôle qu'on fasse cet enregistrement, très sympa. Sophie, peux-tu te présenter rapidement pour les gens qui écoutent ? Donc je m'appelle Sophie Bernoin, j'ai eu 50 ans il y a quelques semaines. J'habite en Bretagne depuis 10 ans, je suis originaire de région parisienne à la base. J'ai habité en République dominicaine quelques années, pas mal baroudé dans mon ancienne vie et puis voilà, posée en Bretagne depuis 10 ans. Trop bien. Top Sophie. Tu bosses dans quoi toi Sophie ? La régie publicitaire. Je suis directrice de clientèle pour une régie. Régie pub. Ouais. Très bien. Sophie, comme d'habitude, petit rituel pour commencer le podcast. Est-ce que tu peux nous partager toi ta vision, ta définition de l'échec ? Pour moi, l'échec, c'est davantage une étape de vie plutôt que la vie, ça peut être ta meilleure amie comme une belle garce et parfois elle te met sur ton chemin des histoires pas très rigolotes. C'est ce qui fait mal, mais c'est ce qui fait grandir. Donc pour moi, l'échec, c'est comme tout le monde dur à digérer, douloureux. Mais c'est un très bon moyen aussi d'évoluer et de découvrir ce que tu as un peu dans le coffre. Je suis bien d'accord. Il y a un épisode qui est sorti là récemment, l'épisode 45, avec un très bel homme, Franck Isfez, très bel homme à tout point de vue d'ailleurs, qui a une belle phrase, lui un beau mantra qui dit « La vie envoie des épreuves à ceux qui sont capables de les surmonter ». Ouais. Alors après, je pense qu'on peut estimer un moment qu'on ne peut jamais surmonter ce genre d'épreuve et l'histoire de l'homme le décrit. Il y a des horreurs qui sont surmontées et on se demande effectivement comment. Les épreuves sont toujours dures, mais pas trop le choix d'y aller. Et puis le temps fait que la fameuse phrase qui est un peu téléphoné, mais voilà, le temps fait son œuvre et adoucit les jours d'après. Mais ouais, c'est effectivement, quand on est dedans, c'est un peu la machine à laver quand même. C'est dur. Ouais, on est dans l'œil du cyclone, comme tu dis. Et écoute, on va pouvoir enchaîner justement avec une belle histoire aujourd'hui. Je trouvais ça hyper important d'en parler avant que je termine du coup le projet du coup de Phoenix. C'est quelque chose donc toi qui s'est passé il y a 17 ans quasiment maintenant, on va en parler un petit peu en off, c'était 2005. Et donc aujourd'hui, le sujet dont on va parler un petit peu ensemble, c'est la fausse couche. Ouais. Et donc, comment on surmonte cet événement, comment on se sent au moment où ça arrive, la période de doute, d'incertitude, et finalement, quelle vision on en a, comme on se parlait un petit peu avant, finalement 17 ans après. Ouais. Et donc, je trouve ça hyper cool d'avoir ce recul que tu vas nous apporter aujourd'hui, cette maturité, 17 ans après une période, si ce n'est, comme on disait, la période la plus compliquée que tu aies traversée dans ta vie, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai rencontré mon mari, j'avais 30 ans. On a décidé très vite de partir en République dominicaine et on a décidé assez vite d'avoir un enfant.
Et puis ça n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaitait. On est resté 4 ans là-bas et au bout de 4 ans, ça marchait toujours pas. Avec donc le sentiment de pas trop comprendre pourquoi, d'être dans un pays où la médecine est destinée plutôt aux personnes riches, ce qui n'était pas notre cas à l'époque. Et donc on n'avait pas forcément accès, comme en France, à des suivis ou des traitements. Donc toujours est-il qu'au bout de 4 ans, on a pris la décision de rentrer en France. On est parti après 4 ans donc en République dominicaine. On s'est installé à Val d'Isère puisque mon ex-mari est ostéo, donc il s'était installé là-bas en tant qu'ostéo. Moi, j'ai trouvé du boulot là-bas, etc. Et puis on a commencé le long chemin de voilà, faire un enfant et comment y arriver. Je me suis aperçue assez rapidement en fait que j'avais des soucis de mon côté. Puisque j'avais un utérus hypoplasique, qui est un utérus en fait qui est tout petit et qui est dû au fait que ma mère a pris du Distilbène en fait quand elle était enceinte de moi. Et le Distilbène en fait c'est un médicament qui a été après retiré donc du marché. Et on s'est aperçu 20 à 25 ans après la prise de ce médicament que les enfants issus des grossesses Distilbène, donc les enfants DES, DES comme on les appelle, avaient des malformations génitales. Donc ça pouvait être pour les filles le fait d'avoir donc un utérus hypoplasique, pas d'utérus ou pas de trompe ou enfin voilà, donc ça pouvait être ça pour les filles. Pour les garçons, ça pouvait être un micropénis, pas de testicules, aspermicide, donc ne pouvant pas voilà. Donc ça a été vraiment une génération un peu sacrifiée. On en a beaucoup parlé pour les filles, moins pour les garçons, et pourtant je sais qu'il y en a également qui ont été impactés par ça. Donc moi le souci c'est que j'avais effectivement un utérus hypoplasique. Le fait est que l'utérus hypoplasique est compliqué quand tu es enceinte, mais n'est pas compliqué pour faire l'enfant. Donc mais ça ne marchait pas. Ça, tu le découvres du coup en revenant en France? Alors, je le découvre en rentrant en France. Donc là, merci la France, merci la sécurité sociale. Quand on vient de République dominicaine, où moi j'avais une copine qui était dans le même cas que moi, une dominicaine, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui aujourd'hui, à 50 ans, n'a toujours pas d'enfants puisqu'elle n'a pas la chance d'habiter en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand j'entends parfois, ouais, la France, le machin, je me dis, ouh, les enfants, on est juste super gâtés, il faut en avoir conscience. Bref, donc je m'aperçois effectivement de tout ça en rentrant en France, en étant suivie. Et puis n'arrivant toujours pas à tomber enceinte, voyant toutes mes copines ayant eu un enfant et puis même parfois un deuxième enfant, là on commence à se dire pourquoi moi j'y arrive pas. Donc un sentiment d'incompréhension, d'injustice. Comme je te disais tout à l'heure en off, le fait d'être quand elle annonce d'une copine qui est enceinte, d'être à la fois hyper heureuse pour elle et de trouver ça assez dégueulasse, pour être honnête. Hein. Tu te dis ouais c'est génial, mais pourquoi moi ça marche pas? Est-ce que je vais être une mauvaise mère? C'est très beaucoup de doutes commencent à émerger à ce moment-là. Exactement. En fait, le fait moi je me souviens d'une année où j'ai eu 17 grossesses autour de moi, 17 annonces. Et à chaque fois, c'est un coup de marteau sur la tête parce que tu comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi moi je suis au bord de la route? D'ailleurs, il y a une très belle chanson des Brigitte qui parle de ce phénomène qui est vraiment très, très sympa, entre parenthèses. Bref. Okay. Et, donc on part sur le parcours de la PMA. Donc, la fécondation, alors soit fécondation in vitro, soit stimulation. Donc on part sur la stimulation et en fait, donc je la fais très courte parce que c'est un long parcours qui est très difficile pour le couple, qui est difficile physiquement parce que c'est des hormones, etc. Donc tu passes de up and down tout le temps, donc c'est compliqué. Et en fait, au bout de la 3e, je tombe enceinte de jumeaux. Donc là, c'est évidemment un bonheur absolu. Déjà, de se dire que qu'on va avoir 2 bébés et qu'a priori on n'aura plus jamais repassé par là. On veut pas connaître le sexe des enfants et le début de grossesse se passe plutôt bien.
On me préconise quand même déjà dès le départ beaucoup de repos, ce que je fais. Et comme mon ex-mari, lui, part travailler en Espagne, je le rejoins. Et l'idée, c'est de rester vraiment au repos là-bas et de rentrer en fait un mois avant l'accouchement pour donner naissance à mes enfants à Paris. Sauf que donc là, je suis à Lanzarote, tout va bien, tout va très bien. Je fais une échographie la veille. Je vois mes deux loulous en yin-yang avec la tête en bas, l'autre, enfin. Et puis le lendemain, en fait, je commence à avoir excessivement mal au ventre. Et là, je ne pense absolument pas du tout au fait que je peux ni faire une fausse couche, ni être en train de mettre au monde mes enfants. Je mets ça sur une gastro, ou enfin, j'ai même pas de mots. La douleur est innommable. Et là, les pompiers sont appelés. Je pars. Et en fait, en arrivant, donc heureusement, je parle quand même un peu espagnol. Et en arrivant, en fait, je mets mon fils au monde directement dans une salle avec une grande table froide, avec mon mari qui est à côté. Aucun personnel médical qui n'avait alors soit pas pris la mesure, soit l'urgence, etc. Mais on se retrouve tous les deux dans la salle et je dis à mon ex-mari, il y a un truc qui sort. Et là, alors je le saurai après, puisque je ne savais pas que j'attendais une petite fille et un petit garçon. Donc j'ai mon petit garçon Candide qui arrive. Et là, donc, on est complètement désœuvrés. Donc là, je suis enceinte de à peine 6 mois. Okay. À peine 6 mois. Donc, enceinte de jumeaux, avec un très gros ventre, parce que, enfin, voilà, donc presque les prémices d'une femme enceinte de 9 mois avec une grossesse. Enfin, vraiment, j'ai un bon. Et voilà, donc Candide arrive. L'infirmière arrive, elle part avec le petit, et moi je hurle de chagrin parce que je sais très bien qu'il est beaucoup trop petit et que c'est beaucoup trop tôt et qu'on est à Lanzarote dans un petit hôpital et que ça va être très compliqué. Et puis j'ai encore un bébé en moi. Parce que tu sors que le petit et pas la petite. Exactement. Encore, du coup. Donc Candide arrive le 14 juillet et je demande à mon mari, il me dit c'était un petit garçon. Enfin c'était un petit garçon. C'était un petit garçon. Il est très beau, mais il est trop petit et tu vois 17 ans après c'est encore. Ouais ouais. Et il est trop petit et voilà il est parti quoi. Donc là, tu montes en chambre, tu repasses une échographie pour vérifier les battements du cœur du deuxième bébé qui est encore là. Donc là, 2 jours avant, tu fais une échographie où tu as tes 2 enfants. Là, tu passes une échographie où tu n'as plus qu'un enfant, qui va a priori plutôt bien. Et donc là, maintenant, on attend et puis on serre les jambes et on prie juste qu'au moins tout aille bien pour mais bon voilà, je voulais pas croire que en fait je voulais pas croire ce qui se passait et j'étais encore pleine d'espoir par rapport à ma petite fille qui est arrivée, qui a voulu sortir et rejoindre son frère le 16 avril. Donc je suis restée 2 jours en fait avec Avril dans mon ventre. Okay. Et Avril est sorti parce que de toute façon à partir du moment où ton organisme a expulsé en fait le premier, donc Avril est arrivé. C'était une obligation du coup de faire sortir l'autre. Ils ont forcé du coup la sortie de la petite. Non, elle est sortie naturellement aussi. L'idée en fait c'était de faire en sorte que au moins qu'elle puisse elle arriver, si ce n'est à terme, mais en tout cas de grandir encore un peu plus en moi. Et puis à un moment, le corps a juste joué son rôle et a continué le travail sans conscience que c'était beaucoup trop tôt. Et Avril est arrivée et quand j'ai senti les premières contractions, et là du coup je savais ce que c'était puisque je les avais vécues pour Candide,
Généralement, tu pousses pour que le bébé sorte, et là, en fait, t'es juste ton organisme, en fait, retient. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce qu'en fait, t'es pas du tout dans la délivrance, et tu dis mais non. Et en plus, il s'avère que t'es dans le service maternité, pardon, avec des mamans qui sont dans les couloirs, avec des bébés, avec des cris de bébés, etc. Et toi, t'es juste en train de mettre ton enfant au monde et tu sais qu'il va mourir. Tu le sais. Donc voilà, Avril est parti et ça a été abyssalement douloureux. Et euh, et voilà, et donc Là, vous décidez du coup de rentrer. Vous décidez de rentrer du ouais, coup en alors France après cette les expérience. 2 jours en fait où après la naissance de Candide, mon ex-mari a tout fait pour un rapatriement sanitaire, ce qui était très compliqué compte tenu de ma situation, situation médicale. Évidemment, il fallait me garder sous cloche et éviter tout ce qui pouvait entraîner des contractions, etc. Donc le mouvement, etc. Donc on se disait qu'en France, ça serait peut-être mieux. Bon, il s'avère que ça s'est pas passé comme ça. Et voilà. Donc, je suis sortie de l'hôpital 2 jours après, assez rapidement. Donc moi, je ne devais pas travailler, évidemment, puisque j'attendais les petits. Et en fait, j'ai décidé de travailler très rapidement après, parce que 15 jours après, j'encadrais un trekking à Lanzarote, un petit trekking de 3 jours. Ça m'a fait vraiment du bien. Et avant cet épisode, quand je suis rentrée en fait à l'appartement à Lanzarote, donc évidemment tu étales les échographies, tu te fais du mal parce que c'est pas suffisamment douloureux, faut que tu en rajoutes. On doit être un peu maso dans ces moments-là. Je sais pas trop comment expliquer encore aujourd'hui. C'est le déni. C'est le déni qui C'est entraîne ça, je pense c'est encore. le constat effarant de ce qui vient de se passer, en sachant que tu as mis des années à être enceinte, que enfin tu es enceinte, qui sont deux, qui sont en bonne santé, et tu as un sentiment de culpabilité, mais qui est énorme, qui se met en place, et surtout tu te dis pourquoi? Putain, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu sais que t'as rien fait, mais tu dis pourquoi? Pourquoi? Et j'ai une amie que je connais aussi depuis très longtemps qui m'a dit Sophie, il n'y a pas de réponse à tes pourquoi, il n'y a aucune réponse à tes pourquoi. Et ça, tu vois, c'est une phrase qui m'a vachement aidée. Parfois, dans des situations comme ça, il y a des petites phrases de gens, et parfois même de gens qui sont pas forcément proches, des petits morceaux, en fait, des petits morceaux qui te permettent de construire le chemin qui va vers le La reconstruction. sparadrap. C'est un Mhm. gros sparadrap, mais voilà. Mhm. Et j'ai une copine aussi, Sabrina, qui était à Lanzarote et qui m'a dit, écoute, à un moment, je pense qu'il faut que tu les laisses partir, vraiment. Donc je suis montée en haut d'un volcan un matin. Mon ex-mari dormait, je suis partie, j'ai mis mes tennis et j'ai gravi un volcan qui était pas très loin de l'appartement qu'on avait. Et je suis montée et donc j'avais évidemment comment ça s'appelle, un état de santé et puis une forme physique qui était assez nulle. Faible. Et donc je suis montée et je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et en haut de ce volcan, alors que c'était pas l'Himalaya, mais bah voilà, j'ai crié leur nom vers le Maroc et je les ai laissés partir. T'as tout Et lâché. ça a commencé là. Ça a commencé là à, à se dire voilà, c'est comme ça. C'est dégueulasse, c'est d'une injustice profonde, mais c'est comme ça. Est-ce que derrière une situation comme celle-ci, est-ce que du coup il y a un accompagnement qui t'est proposé à l'hôpital ou quand tu rentres en France du coup pour surmonter un peu Non, cette épreuve non. qui Alors, est... je pense que ça a été une erreur peut-être de ma part. En fait, je me suis dit que j'étais super forte et que j'allais y arriver toute seule comme une grande. Alors toute seule comme une grande, ça serait mentir parce que, alors, tu l'auras compris, je ne suis plus avec le papa, qui s'appelle Ronald, mais qui a été tout à fait exceptionnel pendant cette période. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre couple, mais là il a été, j'ai absolument rien à dire par rapport à son comportement où il a été d'une douceur, d'une attention. Il a dormi pendant les 3 jours de l'hôpital sous mon lit parce qu'il n'y avait pas de place. Il dormait par terre. Il a tout le temps été avec moi. Il a été donc j'ai été avec lui, mais effectivement j'ai pas eu parce qu'on est parti de Lanzarote en fait après.
Moi, je ne voulais absolument pas retourner sur l'île et je pense que je ne retournerai jamais à Lanzarote. Ouais, c'est trop connoté sur cette expérience. Qui est une très jolie île, hein, mais voilà, ils sont là-bas, c'est un peu leur royaume et je veux pas y retourner, en tout cas. Et donc tu te fais pas suivre parce que tu dis que tu es suffisamment forte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour essayer un peu de relever la pente une fois que tu as crié c'est bon et que tu as essayé de tout extérioriser? On arrive à Lacanau. Mon mari, à l'époque, avait un contrat sur le mois d'août. Donc tu vois, Candide arrive le 14 juillet, avril le 16, en 3 jours d'hôpital. Je fais le petit trekking. Après, je trace directement à Lacanau, on rentre en France. Et là, je travaille dans un restaurant. Ça a été la pire expérience professionnelle de ma vie. Parce qu'en saison, un monde de dingue et puis des patrons pas très sympas. Mais la tête dans le guidon en me disant, voilà, je taffe et voilà, je taffe et je pense plus à rien d'autre que ma paella, servir mes clients et faire l'emporter de mon poulet frites. Et ça me sauve. Okay. Et ça me sauve. Ouais, tu te retranches du coup dans le travail. J'imagine que tu es aussi ultra épaulé, donc et par ton ex-mari à l'époque et par lui, il bosse beaucoup. Des amis de la famille. Non, les amis de la famille, pas trop, parce que là, on est au mois d'août, tout le monde est en vacances. Et puis assez curieusement, j'ai pas. Alors, j'ai le souvenir d'avoir été épaulée virtuellement par des mails, etc. Par des coups de téléphone, mais c'est vrai que physiquement assez peu. Et de toute façon, je pense que j'étais pas vraiment. Tu voulais être seule. C'est assez bizarre en fait. T'as très envie de douceur et puis t'es tellement en colère que t'as pas trop envie de douceur quand même. C'est assez particulier. Donc t'as un gros travail d'introspection que tu veux faire toute seule en fait à ce moment-là. Ouais. Et tu veux te reconstruire un peu seule. Je pense que tu réfléchis même pas trop. C'est assez animal en fait comme réaction. Tu te poses pas trop de questions en disant attends, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je pense que t'es vraiment dans le brut de l'âme. Tu vois, là, c'est toi et toi-même, quoi. Là, il y a pas de fioriture, il y a pas de guirlande et de petites ampoules, machin. Là, c'est toi face à toi et animalement, et puis t'as quand même aussi le retour de couche que t'as quand même. T'as les hormones qui partent en yo-yo. Enfin, c'est compliqué. Et puis surtout, encore une fois, ce sentiment de culpabilité qui ne lâche pas. Et qui, 17 ans après, elle n'est pas totalement partie. Bizarrement, alors que je sais très bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai un utérus hypoplasique, qui est donc plus petit, le fait, en fait, d'avoir une grossesse gémellaire sur une première grossesse, l'utérus, en fait, il n'a pas pu faire son job, il n'a pas pu, en fait, s'agrandir pour les accueillir tous les deux. Et à un moment, comme il n'y avait pas de place, le col a cédé. Et donc, ils sont nés. Donc, et eux étaient en très bonne santé. Donc, il y a aussi ça, tu vois, qui se dit, mais ils ont rien demandé, etc. Donc, cette histoire passe, et puis, on décide 1 an après, je la fais courte, hein, parce que c'est quand même 17 ans là que je vais te raconter, donc si je fais pas un peu court. Mais, donc, on décide de retenter l'aventure, de l'insémination artificielle, puisque pas de grossesse spontanée ne s'est présentée depuis. Et donc, vous avez quand même déjà eu cette démarche de réessayer, ou c'était vraiment 1 an après où tu t'es dit ok, retentons d'avoir un enfant? En fait, on a laissé les choses se faire. Voilà. Et il s'est rien passé. Et au bout d'1 an, on s'est dit. Après, mon mari, il a été un peu moins chaud en termes de traitement, parce que lui, donc ostéopathie, donc plutôt les médecines un peu naturelles. Là, c'est quand même des traitements qui sont lourds, hein, pour une. Voilà, donc on repart là-dessus et je tombe enceinte d'un enfant à la première insémination. Donc en 2006. Donc là, c'est évidemment une super nouvelle en se disant génial, il y en a qu'un. Donc l'utérus, ça va pas être a priori problématique. Donc là, nous, on est à Val d'Isère. Donc je suis suivie à Val d'Isère par une super équipe. Enfin bref, et donc je fais mes premières échographies, etc. Tout va bien. Et là, donc, compte tenu de ce qui s'est passé, il faut qu'on me pose un cerclage et que je passe ma grossesse alitée. Donc, le cerclage, on le pose à 3 mois. Et donc, la grossesse alitée. Donc, je quitte Val d'Isère. 6 mois alitée. Pardon ? 6 mois alitée. Ouais, 6 mois alitée, ouais.
Donc ça, c'est le projet, mais évidemment, on y va, et bien sûr. Et là, donc je pars de Val d'Isère avec mes échographies, mon dossier, etc., pour être suivie par un super toubib à Paris qui s'appelle Docteur Afria, qui est un amour. Et quand j'arrive pour le suivi, en fait, à Paris, il fait une échographie, on constate le cœur du bébé s'est arrêté et que je ne dois pas être suivie pour une grossesse, mais que je dois subir un curetage. Donc ça, c'est 2006. Donc c'est un an après Candide et Avril. Et là, le monde s'écroule totalement en se disant, mais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû être tu m'excuseras le terme, hein, mais une belle salope dans une autre vie pour qu'il se passe ça. Et là, c'est horrible. C'est horrible Au bout de combien de mois, ça, du coup? Pardon? Au bout de combien de mois, Au ça, cours il du te premier décède? trimestre, tu vois, c'était à 2 mois et demi. C'était très, très, Ok. très, très rapide. Mais si tu Ok. veux, moi, j'étais déjà, et comme si tu veux, dans le suivi de PMA, tu fais des échographies assez rapidement. Généralement, quand t'es enceinte, on va dire, normalement, tu fais pas d'échographie avant le 3e mois, sauf que là, comme il y avait un Oui. suivi, en fait, j'avais déjà mes échos, mais etc. Donc tu te projettes déjà beaucoup plus tôt que prévu, Exactement. finalement. Donc là, je me dis, Ouais. génial, ça y est, ça y est. Donc là, entre-temps, évidemment, pendant l'année, tu as de nouveau des copines qui ont des gamins, des machins, etc. Donc tu es super contente. Et puis de l'autre côté, tu en veux à la terre entière. C'est pas de la méchanceté. Je pense que c'est une façon de se préserver aussi. Enfin, voilà. Bien sûr. Et donc voilà, donc curetage d'un petit. Donc là, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. C'est tout petit, c'est tout récent. Mais c'est quand même mon bébé qui va être aspiré, qui sera de nouveau pas là. Et là c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué parce que je me dis que j'y arriverai jamais, que je serai jamais maman, et que Ouais, une fois, tu te dis c'est la faute à pas de chance. La deuxième fois, tu commences à douter vraiment, ouais. vraiment Alors beaucoup déjà, la plus. faute à pas de chance, tu te dis pas, enfin, tu te le dis, mais Enfin, en t'essaies de fait, te le dire, comme tu disais, comme les autres ouais, te le disent, c'était pas, t'y pouvais oui, rien, c'est mais ça, c'est ça. Et puis tu dis, donc ça veut dire que ça peut déconner le premier trimestre, ça peut aussi déconner le deuxième trimestre, puisque quand il est avril, c'était la fin du deuxième, ouais. Et là, tu dis, en fait, donc ça peut déconner tout le temps. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je suis enceinte que je vais avoir un enfant. Donc c'est pas parce que ça marche, en fait, que j'ai un bébé. Ça, c'est une démarche qui est compliquée aussi, parce que tu te dis, généralement, quand t'es enceinte, t'as un bébé. Mais là, tu te dis, bah ouais, non, je peux être enceinte et pas avoir de bébé. Donc en fait, c'est-à-dire que les 9 mois de grossesse, potentiellement, peuvent être un stress hallucinant. Mhm. Quand j'étais enceinte la seconde fois, donc en 2006, j'ai ma cousine de Lyon qui m'appelle, qui elle-même avait eu des soucis pour avoir un enfant, qui me dit, écoute, j'ai rencontré un ostéopathe qui mixe ostéopathie et médecine chinoise, qui est un petit monsieur génial, et je viens de tomber enceinte naturellement. Donc elle a eu un garçon depuis, il s'appelle Bastien, qui a 17 ans, qui est très beau, et qui est très en forme, et tout va bien. Et je lui avais dit à l'époque, j'ai fait non, moi ça y est, je suis enceinte pour la seconde fois, tout va bien. Voilà. Et compte tenu du fait d'avoir perdu ce troisième bébé, j'appelle donc ma cousine en disant, écoute, c'est qui ce mec, il fait quoi, etc. Et donc là, je traverse la France pour aller le voir. Alors il est décédé depuis, mais son fils a pris le relais. Donc je donne l'information. Alors en espérant, je ne sais pas encore s'il consulte aujourd'hui, hein, mais si c'est le cas, il s'appelle Monsieur Benas, Benas. Il est à Pérouges et son papa était un magicien. Parce qu'il faut savoir en fait qu'en PMA, insémination artificielle, tu as environ 10 à 15% de chances d'être enceinte. Non pas d'avoir un enfant, hein, mais d'être enceinte. Ok. Par cycle. Ce monsieur avait 83% de naissance. Wow. Donc ma cousine était l'exemple parfait, parce qu'elle avait eu sa fille par fécondation in vitro 8 ans avant. Et elle est tombée enceinte donc naturellement. Et donc je suis allée voir ce monsieur que j'ai vu une première fois et qui m'a dit, bah c'est pas compliqué au niveau de vos énergies, parce qu'en fait il travaille sur les méridiens d'énergie. Et il m'a dit, imaginez, vous avez 2 tuyaux d'arrosage dans votre corps. Donc, il y en a un qui est percé et il y en a un autre qu'on a plié en 2. Donc, vous pourriez tomber, et je me souviens de cette phrase, mais vous pourriez tomber 50 fois enceinte que vous n'auriez jamais d'enfant. Et là, tu te dis, Et là, c'est waouh. douche froide. Donc, je le vois une première fois, ça ne fonctionne pas. Je le vois une seconde fois.
Et là, je tombe enceinte naturellement de ma fille, Incroyable. qui s'appelle Dune, qui a 15 ans dans quelques jours et qui est magnifique. Voilà. Donc, je tombe enceinte naturellement de Dune. Donc là, stress intergalactique. Est-ce que ça va tenir? Ah, c'est même pas la joie de se dire, youhou, je suis enceinte, quoi. C'est les 9 mois qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pas serein. Mais donc la pause de cerclage et là alité. Donc là, je retourne à Val d'Isère et je passe ma saison à Val d'Isère. Donc merci les copines de Val d'Isère de m'avoir apporté des bouquins, des séries, des éclairs au chocolat, d'avoir fait la papote parce que ça a été un peu long. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir passé toute la saison à l'ité dans un grand appartement de 24 mètres carrés, puisqu'à Val d'Isère, les appartements ne sont pas chers du tout et donc sont très grands, c'est super. Et donc voilà, et donc je suis rentrée à Paris, j'ai passé le dernier mois chez ma petite maman qui s'est occupée de moi, mais alors divinement. Et donc ma fille est arrivée, elle est née à Paris dans le 13e et c'était incroyable. Et elle est tout autant incroyable aujourd'hui qu'on l'a attendue, quoi. Et du coup, est-ce que, j'imagine, ça a changé quelque chose, du coup, pendant ta grossesse, toi, ton comportement, vu que tu avais déjà eu le cas sur la première fois où c'était au bout de 6 mois que ça s'était passé, la deuxième au bout de 3. Là, comment tu avances, du coup, dans la grossesse, tout en te disant, toujours en ayant cette peur, en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées, du coup, dans ta façon de faire, de vivre à ce moment-là? Non, en fait, tu te dis que chaque jour passé est un jour gagné. Et que tant qu'elle sera pas là, parce que alors elle ou il, hein, parce qu'on savait pas non plus, on voulait pas savoir. Donc t'es pas, c'est très bien. En fait, tu commences à être serein. Déjà, t'es en France, donc tu sais que s'il se passe quoi que ce soit, t'as l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice qui est en bas, t'es traité par une super équipe sur la station. Tu sais qu'a priori, ça serait certainement moins compliqué qu'à Lanzarote. Là, moi, je me suis mise sous cloche parce qu'en fait, je me suis dit, ce sentiment de culpabilité, en fait, je veux plus jamais le revivre. Donc, je fais tout ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire rien. Donc, je me mets en hibernation, mais c'est clairement ça, parce que dans 24 mètres carrés pendant 6 mois, en fait, j'ai vécu le confinement avant tout le monde, et avec la peur intrinsèque de nouveau de vivre une épreuve dramatique. Et ben non, elle est donc c'est voilà, tous les jours tu dis voilà, c'est un jour de gagner, c'est un jour de gagner. Puis à un moment tu arrives à 7 mois et là tu te dis ok, quoi qu'il arrive, elle pourra ou il pourra être pris voilà en soins, etc. Et a priori ça pourra bien se passer. Mais les premiers mois sont très compliqués, très compliqués, très compliqués. Et elle est bien sortie à 9 mois, du coup. Écoute, je suis tombée enceinte le 4 septembre, elle est née le 4 juin, donc 9 mois jour pour jour. Elle est exceptionnelle, je te l'ai dit. Non, mais sincèrement, C'est normal, elle est exceptionnelle parce qu'elle est Gémeaux. C'est pour ça. ça doit être ça. Ça doit être ça. Si, si. Non, mais Si, on a surtout, ce qui est 12 rigolo, jours d'écart. c'est qu'on m'a enlevé le cerclage à 8 mois en me disant maintenant, elle peut arriver n'importe quand. Parce que, autant te dire que là, mon utérus était quand même très... Et t'enlèves le cerclage, là, c'est... Et on m'a enlevé le cerclage le 4 mai. Et là, on m'a dit, ça peut arriver dans 12 heures, 24 heures, 48, 72. Sauf que c'est arrivé un mois après. Donc, tous les jours, tu dis, bon, apparemment, elle est bien, ou il est bien. Bon, apparemment. Et ça dure un mois et t'hallucines. Et à un moment, donc, j'arrive à l'hôpital, donc à Paris, et puis ils me disent, non, tout va bien, sauf que, voilà, il ou elle prend son temps. Et puis, à un moment, j'y suis allée, et puis il me dit, ah, là, ça commence il y a des petites contractions. Je suis restée, et puis je l'ai mis au monde. Voilà. Et du coup, quel sentiment t'as après quel goût elle a la vie une fois qu'on traverse ça? Non, quel goût elle a la vie. Elle est... elle est top. Ah ouais. Ouais. Non, tu sais, j'ai vraiment toujours en tête... Aujourd'hui, tu vois, ces épreuves, elles ont été très compliquées, très douloureuses. Mais aujourd'hui, alors, j'étais une maman, mais j'étais une maman sans enfant. Mais j'étais une maman.
Aujourd'hui, je suis une maman avec enfant parce que j'ai un petit garçon qui est arrivé après. Complètement. Alors l'histoire, je vais la faire très courte, mais donc je suis maman avec des enfants et je pense tellement à toutes les femmes qui sont dans des situations d'incompréhension et de sentiment d'injustice totale parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte ou elles n'arrivent pas à être maman, ce qui est encore différent. Et c'est une telle douleur, c'est un tel sentiment d'injustice. Alors, évidemment, il y a des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et c'est leur choix et c'est tout aussi génial. L'idée, c'est d'aboutir à un rêve. Et effectivement, moi, je me voyais pas épanouie en tant que femme sans avoir des enfants avec moi. Et donc voilà, c'est une pensée vraiment toute particulière à toutes ces femmes qui sont dans ce combat-là. Et c'est très dur. C'est très dur d'essayer de pas y arriver. Et c'est très dur d'y arriver et que le bébé n'arrive pas. Mais ça fait grandir. Tu vois, 17 ans après, tu peux le constater, c'est toujours un peu pas compliqué d'en parler parce que le temps a fait son chemin, a joué son rôle de Fais ton deuil en quelque sorte avec le temps, mais t'as toujours une blessure, t'as toujours une cicatrice, c'est normal. Ouais, en fait, en fait, aujourd'hui, et ça a été assez rapide quand même. Je me suis dit, Candide et Avril, ils ont vraiment eu un vrai rôle dans notre histoire de famille. Mes enfants savent tout à fait qu'il y a Candide et Avril, qu'ils ont un grand frère et une grande sœur. Ils connaissent l'histoire, ça fait partie intégrante de notre histoire de famille. Et j'ai perdu le fil, mais l'idée c'est de se dire qu'ils sont là, qu'ils ont joué leur rôle et qu'ils ont préparé le nid. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, ils ont préparé le nid de Dune et puis de Natal, qui est donc arrivé, lui, le Kinder Surprise total. 3 ans après sa sœur, donc évidemment après la naissance de Dune sur un petit nuage. Moi, je prends pas de moyens de contraception parce que tomber enceinte, c'est compliqué. Avoir un enfant, c'est compliqué. Donc, pour moi, il y a Dune, et il n'y aura que Dune. Et puis, en fait, et là, je te la fais excessivement courte, je commence à avoir un petit bide le soir. Enfin, et puis, donc, j'appelle mes copains de Val-d'Isère, les fameux, en disant, voilà, le soir, j'ai un peu de ventre, ça peut être quoi? Est-ce que ça peut être je pense à un ulcère à l'estomac, mais pas du tout. Mais quand je te dis que je n'y ai pas pensé, mais un quart de millième de nanoseconde au fait que je pouvais potentiellement être enceinte. C'était, si tu veux, Dune était là et c'était plus possible après. Enfin, comme si ça s'était fait et voilà. Et en fait, donc il me dit, écoute, va, fais un test. Et je dis, écoute, déjà, alors je venais d'être indisposée. Mon mari, on était encore ensemble, venait de passer, sur 3 mois, il avait passé 2 mois et demi à l'étranger pour son boulot. Et puis j'avais aucun symptôme, rien. Donc voilà, je fais un test et là le test il est juste rose fluorescent. Donc il me dit écoute, tu vas service des urgences gynéco pour la datation. Depuis combien de temps t'es enceinte? Et là, en l'espace de 2 heures, t'apprends que t'es enceinte, tu fais une échographie d'un petit bébé qui est déjà franchement un vrai bébé puisque j'étais au début en fait du 4e mois. Ok. Et donc j'ai continué à avoir mes règles. Je n'avais absolument aucun symptôme, pas de nausée, pas les seins qui gonflent, pas un peu de ventre le soir, mais vraiment. Et je n'ai jamais pensé être enceinte, jamais. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais pris 2 bonnets de poitrine, mon ventre, tout était sorti. En fait, j'ai commencé à avoir des nausées. C'était une forme de déni de grossesse. Voilà, j'ai commencé à avoir des nausées en fait le lendemain, alors que généralement les nausées tu les as le premier trimestre. Et là, je les ai eues en fait pendant un bon mois, au 4e mois, parce que c'était pour moi en fait, je venais d'apprendre que j'étais enceinte et donc peut-être que alors, j'ai pas d'explication. Ça a tout déclenché. J'ai pas d'explication, mais sincèrement, tu te lèves le lendemain matin, tu fais et là tout est là tu vois que t'es alors que la veille t'avais un ventre alors je vais pas dire plat parce que je suis pas non plus Cindy Crawford, mais en tout cas voilà.
Et donc Natal, maintenant, bah voilà, à 12 ans, va avoir 12 ans et il est super chouette aussi. Trop cool. J'ai une dernière petite question pour toi, Sophie. Qu'est-ce que du coup quel conseil tu donnerais aux femmes qui aujourd'hui du coup subissent aussi du coup malheureusement des fausses couches? Quel conseil tu pourrais donner pour justement se reconstruire, pour ne rien lâcher, voilà, pour essayer de remonter justement la pente? Parce que comme on l'a bien entendu depuis tout à l'heure, hein, ça a foutu les poils, je pense, à plus d'un, mais c'est extrêmement dur. Il y a peut-être pas de comparatif à avoir. Sincèrement, j'ai pas de réponse à cette question. Comme il n'y a pas de réponse au pourquoi, c'est exactement la même chose. Quel conseil donner? De l'amour, de l'amour, de l'amour. Enfin, sincèrement, c'est hyper bisounours, hein, mais c'est tellement ça. C'est se dire Donc que s'entourer de bonnes personnes autour qui te ouais, soutiennent. trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes personnes, ne faire fi un peu des peut-être des discours comme tu peux entendre. Moi, j'ai quand même entendu après les jumeaux, bah c'est pas grave, t'en auras d'autres. Ouais, c'est Ouais, pas ta grave, gueule. c'est un peu grave. Et pourtant, c'était quelqu'un de très bienveillant, etc. Mais je pense que, tu sais, je pense que c'est pas facile pour l'entourage non plus Bien sûr. parce que il faut trouver les mots et les mots sont jamais les bons. Les mots sont jamais les bons. Si t'as pas vécu ce que la personne vit, tu peux Et pas trouver. même, Enfin, t'essaies de faire de ton mais tu mieux, sais quoi, je mais pense que même si là, aujourd'hui, j'étais confrontée à une femme en 2022 qui vient de vivre ça, on peut jamais être dans la douleur du moment. Mhm, Moi, aujourd'hui, j'ai un recul par rapport à ça parce que ça fait 17 ans. Et comme je te le mhm, disais tout à l'heure, j'ai 2 enfants en pleine forme qui vont bien et je suis voilà. Aujourd'hui, quand on me demande combien j'ai d'enfants, je dis 2, mais en fait, bah pour moi, j'en ai 5. Tu mhm, vois, même si la deuxième grossesse était très, mais en tout cas, Candide et Avril enfin, ce sont mes enfants, ce sont vraiment mes mhm. enfants et je les ai portés, je les ai aimés et je les aime encore. Tu vois. Mhm. Mais donc, pour revenir à ta question, quel conseil bah, la vie, comme je te disais, peut être une belle garce, mais elle peut être aussi ta meilleure amie et t'apporter des sublimes cadeaux ou pas. Mais en tout cas, voilà, ouais, l'amour. Je pense que il y a que ça, l'amour des copines. Moi, la chance d'avoir des amies merveilleuses, d'être entourée de gens merveilleux dans ma vie. Et ça aide énormément. Ça aide parce qu'il faut qu'on soit là dans les moments durs. Mais être là, c'est pas toujours avoir les bons mots, c'est pas toujours voilà, c'est être présent et aimer profondément les gens qui te font du bien. Eh ben écoute, on va clore cette petite interview avant de passer aux autres J'ai questions beaucoup sur ces parlé, hein, belles paroles. désolée, j'ai Ah non, beaucoup mais c'est le parlé. but, Hein. hein. C'est pas moi hein, qui dois parler. Hein. Moi, je suis là pour écouter. Hein. J'essaie de poser des questions, mais c'est pas moi qui dois parler. Donc non, t'as extrêmement bien parlé. Et je pense que ça a foutu les poils à plus d'un. Et moi, j'ai eu le cœur qui s'est retourné à 2-3 moments. Du coup, il a fallu que je boive un peu d'eau à côté. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour ce magnifique témoignage. Il nous reste un petit moment à passer ensemble sur les fameuses questions pour la mention. Question pour la mention. Avec la première question, Sophie, quelles sont pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Alors ça, je les ai préparées parce que Ah ah, je les ai bien joué. préparées. Je les ai préparées. Alors le premier qui est sorti, mais instinctivement, c'était le respect de la parole donnée. Pourquoi? Ok. Je n'en sais rien. Je trouve qu'on est dans une société qui peut être très sympa, mais je trouve que ça manque de, comment dire, d'honnêteté ou je trouve ça bien d'être quelqu'un de bien. Alors je dis pas que, alors là je dis pas du tout que je Je suis valide. Wonder Woman. Enfin, j'ai des failles, j'ai des défauts, et évidemment comme tout le monde, et bien heureusement. En revanche, le fait le fait d'être honnête, ouais, l'honnêteté, dans le sens très large du terme, Ok. de cœur, de Ok. parole et d'acte. Ouais. Ok. Honnêteté pour la première. Le deuxième, le fait d'être dans le non-jugement. Ça, je trouvais ça plutôt Ok. cool aussi. Ça veut dire que, bah, vous savez quoi, vous faites bien ce que vous voulez et ce qui vous rend heureux, et c'est juste une bonne nouvelle, pas Ok. plus. Et la troisième chose, j'ai mis communication, le fait en fait de se parler, de se dire les choses, alors de se parler et puis de savoir écouter. Et encore une fois dans le non-jugement. Donc tout ça, c'est voilà, c'est toute une petite salade
une petite salade de vertu à consommer sans modération. Écoute, une bonne petite salade, je vais en mettre une petite assiette après, je pense qu'on est enregistré, ça me plaît bien. Je retiens une belle phrase où tu dis c'est bien d'être quelqu'un de bien. Ouais, c'est simple, c'est vrai. Je pense qu'après on essaye tous de l'être, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens très très chanceuse. Tu vois, les épreuves ont été compliquées. Il y a pas eu que celle-là. Là, on est sur ce sujet-là, mais il y en a eu deux autres aussi qui étaient assez sympas. Mais tu te dis que voilà, tu sais, il y a des gens qui perdent des enfants. Il y a des gens qui perdent leur mari. Il y a des gens il y a des histoires qui sont. Alors c'est pas pire. C'est pas. Il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. Il n'y a pas d'échelle de graduation. Aujourd'hui, oui, ça a été dur, mais je me sens. Mon loto, moi, je l'ai. Hein. Je demande pas grand-chose de plus. Des amis formidables, des parents qui sont encore en bonne santé, des gosses qui vont bien, et une planète qui arrive encore à peu près à tourner pas trop mal, même si c'est un peu le bordel. Mais voilà quoi. Je pense qu'il faut continuer à y croire quand ça arrive. Et on va continuer d'y croire ensemble. Prochaine question, Sophie. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une série, documentaire, ce que tu veux, un truc qui t'a marqué, que t'as adoré, que t'aimerais partager? Ça peut être ce que tu veux. Moi, il y a un bouquin que j'adore qui est complètement barré. C'est La Conjuration des imbéciles. J'aime beaucoup le titre déjà. Pardon ? J'aime beaucoup le titre déjà. Ouais, La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Okay. Qui est un bouquin absolument dingue. Moi qui m'a, c'est tellement, le personnage est tellement improbable et tellement fou que c'en est. Après, il y a L'Homme D aussi, qui est un bouquin qui est très sympa. Enfin, il y en a plusieurs. Mon Bel Oranger aussi. Voilà. Allez, 3 et j'arrête. Ok, parfait. Dernière petite question, Sophie. C'est quoi le prochain objectif pour toi ? Ah écoute, le prochain objectif pour moi, j'en ai un dans ma tête qui est secret par rapport à ma vie perso. Alors on le dira pas. Voilà. Qui est secret, en tout cas que je souhaite garder. Le projet c'est voyager. C'est voyager. Le prochain projet, je pense que c'est juste profiter en fait. Savourer. Voilà, savourer dans tout. Ça peut être un bon resto avec les potes, ça peut être un voyage sympa, ça peut être un bon film avec le chéri, ça peut être des garde-garde dans le dos à ma fille, une partie de skate avec mon fils. Voilà, c'est profiter. Trop cool. Écoute, c'est magnifique tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, Sophie. Moi, j'ai un dernier petit rituel de fin. Est-ce que tu peux nous résumer tout ce qu'on s'est dit depuis maintenant 3/4 d'heure en une phrase, genre une grosse punchline de fin d'épisode? La grosse punchline. La vie reste belle. La vie reste belle. Voilà. Magnifique, Sophie. Merci beaucoup pour ton temps, pour ce beau témoignage, pour cet épisode qui fout les poils, et merci d'être venu du coup participer à ce beau projet Phoenix et être dans la dernière saison. Tout le meilleur à toi. Merci beaucoup et merci pour ton invitation, pour ta gentillesse. Ça fait plaisir. Ta jolie voix de crooner. et puis oui, en espérant que ça puisse permettre à des gens, à d'autres personnes de grandir un peu plus sereinement, voilà, après des épreuves. Et puis merci surtout à tous les autres podcasts que j'ai pu écouter, et il y a plein de gens, tu vois, tu disais des gens bien, il y a plein de gens bien. Merci de leur donner la parole. Sur eux. Avec grand plaisir. Merci bientôt. Sophie, passe une belle journée, ciao. Salut. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec 2 actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, comme tu sais. Et la deuxième, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn.
Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.